Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé dans lequel aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la cohérence cardiaque avec un spécialiste dans le domaine. J'ai nommé le docteur David Ohar, si j'ai bien prononcé. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Walid, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Ça fait presque 75 ans que je porte ce nom, je ne sais toujours pas le prononcer en français. O'Hare, Ohar, c'est un nom anglophone, un nom d'origine irlandaise, donc ce serait Ohar, mais comme dans cohérence. Donc ça va très bien comme ça. Donc David Ohar ou David Ohar, comme vous voulez. Donc effectivement, je suis médecin. J'ai exercé pendant 30 ans dans le sud de la France, à Marseille et à Nîmes, en tant que médecin généraliste, mais je suis aussi médecine diététique et nutritionnelle. Donc je suis aussi nutritionniste et un DU de diététique. Et c'est un petit peu la nutrition qui m'a amené vers la cohérence cardiaque avec plusieurs hasards. Je ne crois plus du tout au hasard. Je vais dire plusieurs rencontres. Il n'y a que des rencontres. Et pratiquement en même temps, j'ai rencontré, suite à mon DU de nutrition, j'ai rencontré la cohérence cardiaque, je vais dire un peu par hasard. On a commencé à en parler, là on est dans les années fin 90, début 2000, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, ça fait à peu près 25 ans. Je suis anglophone, même si j'ai exercé dans le sud de la France, j'ai toujours vécu en France, mais je suis né au Canada, d'un père anglais, d'une mère canadienne, donc j'ai la double nationalité. Mais si on me demande d'où je suis, je vais dire que je suis Marseillais de cœur, parce que j'ai toujours vécu à Marseille, mes enfants sont tous nés à Marseille, et donc je suis du Sud, bien qu'en n'ayant pas ni les origines, ni même la citoyenneté française. En tout cas, on entend bien l'accent, hein. Pas canadien ni anglophone, Voilà. mais encore, je fais attention. Parce que dès que je retourne à Marseille, ça revient très vite. Donc voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et donc j'ai exercé en tant que médecin généraliste et 2 jours par semaine dans le domaine de la nutrition. Et étant anglophone, il y a un fabricant, un constructeur de logiciels, d'applications. Non, ce n'était pas encore les applications, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, téléphone portable à l'époque, de logiciels de biofeedback qui, par l'enregistrement de la fréquence cardiaque, mais même plus loin que ça, de la variation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire les accélérations et les ralentissements de la fréquence cardiaque, ont mis en évidence un phénomène qui est connu depuis longtemps, qui s'appelle la cohérence cardiaque, dont je n'avais jamais entendu parler. Et ils m'ont demandé de traduire un document pour le lancement de leur logiciel de biofeedback en France. C'est une société canadienne, la société HeartMath, américaine, j'ai dit canadienne, c'est américaine, m'a demandé de voir la notice et j'ai reçu, pas un prototype puisqu'il existait déjà, j'ai reçu ce logiciel, ne sachant pas trop quoi en faire, et donc je me suis intéressé. Très peu avait été écrit là-dessus. Et je me suis amusé, mais vraiment amusé avec ce logiciel. Et j'ai découvert tout ce qu'on pouvait en faire. Et très rapidement, je l'ai mis en clientèle. Et j'expliquerai un petit peu ce que j'en ai fait. Et en même temps, à peu près, là on est en 2003, en avril 2003, un ami, David Servan-Schreiber, le docteur David Servan-Schreiber, on a été amis, on a même créé un institut de médecine intégrative, intégrée ou intégrative, c'était médecine intégrée à Paris. Et il a écrit son livre Guérir, en avril 2003. Je le connaissais déjà avant. Et Guérir, ça a été un monument de librairie, donc ça a été tout de suite a super bien marché. Les sous-titres, c'est Maigrir, le stress, l'anxiété et la dépression, sans médicaments ni psychanalyse. Et dans ce livre, il parle, et tout ça c'est arrivé à peu près en même temps. Moi, je connaissais déjà depuis 2 ans la cohérence cardiaque, qui n'avait aucune diffusion en France. Et dans ce livre, il y a 2 chapitres consacrés à ce qu'il a appelé la cohérence cardiaque. Et en fait, c'est David, quand je dis David, c'est David Servan-Schreiber, a nommé cet état, puisqu'il s'agit d'un état physiologique, cohérence cardiaque, suite à une publication
du fameux laboratoire HeartMath, du fameux constructeur HeartMath qui est à la fois laboratoire d'études, une fondation de recherche et aussi constructeur de logiciels, avec dans un de leurs livres, The HeartMath Solution, avec un de leurs livres, ils parlaient d'un état de la fréquence cardiaque, un état de cohérence cardiaque. Mais ce n'était pas pour en faire un titre ni une dénomination, c'était juste une constatation. Quelque chose se passe dans la fréquence cardiaque sous certaines conditions. Et donc, en écrivant cohérence cardiaque, c'est très rapidement devenu une appellation. Donc voilà l'origine de ma rencontre avec la cohérence cardiaque. Et on en parlait un peu, Walid, avant. Je dis souvent que c'est pas que je n'aime pas, mais je regrette que cet état physiologique s'appelle cohérence cardiaque pour plusieurs raisons. Bah, c'est comme ça, hein. Donc, pour plusieurs raisons, même on avait beaucoup parlé avec David, et on a même essayé à un moment de le changer pour faire quelque chose de plus user-friendly, de plus accessible à tout le monde. Parce que on me demande, c'est quoi la cohérence cardiaque? Ben, c'est pas facile à expliquer. Déjà, dans le terme, dans le nom, cohérence cardiaque, ça fait très médical. Et très souvent, quand je le dis, je donne des conférences de cohérence cardiaque, je pratique la cohérence cardiaque, j'enseigne la cohérence cardiaque. Ah, mais vous êtes cardiologue? Ben non, je ne suis pas cardiologue. Mais en fait, ça n'utilise que le côté cœur pour la mise en évidence d'un phénomène, d'un état physiologique. Je vous explique rapidement ce qu'est la cohérence cardiaque et la découverte de la cohérence cardiaque, parce que c'est relativement récent, parce qu'il a fallu attendre du matériel pour mettre en évidence cet état dit de cohérence cardiaque maintenant. Ça se fait à partir des électrocardiogrammes, donc c'est relativement récent. Et donc, on s'est aperçu, et les cardiologues le connaissent bien, se sont aperçus lorsqu'on enregistrait des tracés de la variation de la fréquence cardiaque, pas de la fréquence cardiaque, mais de sa variation. Eh bien, cette variation, elle est permanente. Le cœur accélère et ralentit en permanence. Le cœur accélère, le cœur ralentit, le cœur accélère, le cœur ralentit, 30-40 fois par minute. Il y a une adaptation permanente de la fréquence cardiaque à l'environnement. L'environnement extérieur, les menaces, les sons, la vue, toutes les perceptions, les émotions, le milieu intérieur, les émotions justement, la peur, mon cœur accélère, le soulagement, mon cœur ralentit, et se sont aperçus que cette fluctuation, cette variation de la fréquence cardiaque était très irrégulière, très aléatoire, mais en fait elle est calée sur l'environnement. Dès que je perçois une menace, mon cœur accélère, une surprise, mon cœur accélère, et puis après il y a un retour à la normale. C'est ce qu'on constate avec nos montres quand elles sont connectées et qu'on se met sur fréquence cardiaque. On voit qu'on n'est jamais à 60, par exemple, de manière régulière. Oui. Ça fait 60, 67, 54, ça remonte à 90, ça descend et ça fluctue de manière constante finalement. Mais c'est exactement ça. Alors cette notion est connue depuis longtemps. D'ailleurs, la médecine chinoise, il y a 4000 ans, avait déjà mis en avant l'utilisation des pouls chinois et l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque ou de la variation de la fréquence cardiaque, rien qu'avec le touche, on ne sait plus le faire aujourd'hui. Bon, la médecine traditionnelle chinoise le sait. Et donc, il a fallu attendre ce matériel. Et les cardiologues se sont rendus compte que cette variation de la fréquence cardiaque était très sensible à la respiration aussi. Ils se sont rendus compte que chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère. Chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit, que ce soit volontaire ou non. Et comme nous avons entre 15 et 24 respirations par minute, déjà le cœur accélère et ralentit à peu près 15 à 24, 25 fois par minute. Oui, c'est ce qu'on appelait aussi, on l'avait appris en fac de médecine, je pense que ça s'appelle l'arythmie sinusale. Respiratoire, l'arythmie sinusale respiratoire. Voilà, le fait que des fois on ait l'impression que ce soit pas régulier, mais en fait c'est un phénomène physiologique lié tout simplement à la respiration. Oui, l'arythmie sinusale respiratoire, qui est le nom officiel de cette cohérence cardio-respiratoire, et j'aurais bien préféré que la cohérence cardiaque s'appelle cohérence cardio-respiratoire. Parce que là, dans le mot, on a déjà compris que c'est une synchronisation entre la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque dans un but d'adaptation. En fait,
ma physiologie, la physiologie, c'est l'étude du fonctionnement du corps humain, du corps de tous les animaux. Hein. C'est l'étude du fonctionnement. Et en fait, le but de ma physiologie, c'est de me garder en vie et en bonne santé. Et la bonne santé, c'est un état d'adaptation optimal dans un environnement souvent hostile et en tout cas irrégulier. Et ils se sont aperçus donc, et je reviens un tout petit peu en arrière, nous sommes des animaux, donc notre mode d'adaptation, c'est le mouvement, c'est l'éloignement du danger et le rapprochement de ce qui est favorable. La fuite et le combat est activé, ce mode fuite et combat est activé quand il y a une menace, la peur, la colère, dans toutes ces émotions qui accélèrent la fréquence cardiaque me permettent de me mettre à l'abri, de me protéger. La peur me fait donner plus de force musculaire pour m'enfuir. La colère donne plus de force musculaire pour faire fuir l'autre. Et donc, ils se sont aperçus qu'on a besoin, pour faire fonctionner les muscles, ça la physiologie depuis toujours sait que pour faire fonctionner les muscles, il faut un mélange d'oxygène de l'air et de glucose, je simplifie au maximum, et de sucre. Et il faut mélanger tout ça et ça fait de l'énergie musculaire. Et il faut que les deux systèmes qui mobilisent l'oxygène et le sucre, les hydrates de carbone, soient synchronisés. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient synchrones. Et donc ils se sont aperçus qu'à l'état normal, naturel, comme tu l'as dit, le cœur est irrégulier. Et plus il est irrégulier, plus c'est bon pour la santé, parce que ça veut dire que je m'adapte bien. Et c'est ça qui est totalement paradoxal. Un cœur normal de quelqu'un en bonne santé est très irrégulier. Et on peut le faire avec les oxymètres, les montres connaîtrées, toutes ces nouvelles techniques récentes qui montrent, même à des non-professionnels, la fluctuation. Plus il y a une fluctuation de la fréquence cardiaque, ça veut dire que mon système est optimal. Avec l'âge, par exemple, nous perdons à peu près 3% de variabilité de la fréquence cardiaque par année d'âge, parce que nous perdons petit à petit notre capacité d'adaptation. Et ils se sont aperçus que si j'égalisais par la volonté le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration, si j'inspire pendant un certain temps et je souffle pendant le même temps, la courbe se transforme totalement. L'oscillation de la fréquence cardiaque devient sinusoïdale, devient régulière, ce qu'on appelle périodique. C'est-à-dire entre chaque accélération et ralentissement, il y a la même période, le même temps. Et là, c'est ça qu'on appelle l'état de cohérence cardio-respiratoire. Le mot cardio est tombé, c'est devenu cohérence cardiaque. Donc c'est tout seulement physiologique, c'est parti d'une constatation d'un état. D'accord, très bien. Mais en gros, pour résumer la partie sur la variabilité cardiaque, ce paramètre, par exemple, s'il est mesuré par un appareil ou nos montres, plus ce chiffre est important, plus c'est un indice, on va dire, de bonne santé. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est-à-dire l'amplitude de la fluctuation. Si c'était une vague, c'est la hauteur de la vague. L'amplitude de la fluctuation, mettons quelqu'un qui va de 60 battements par minute, 75, 55, 88, 60, à une grande amplitude de fluctuation. Quelqu'un 80, 82, 75, 81, une petite fluctuation. Déjà, ces deux séries de chiffres, statistiquement, la première série, c'est quelqu'un de plus jeune que la deuxième série. Et c'est un marqueur de santé. L'amplitude de la variabilité cardiaque, que ta montre connectée, et que ces matériels de biofeedback nous donnent, est un marqueur officiel, attesté, documenté de indice de santé. D'ailleurs, si on va sur les bases de données médicales, PubMed en particulier, c'est 25 000 études qui utilisent cette amplitude de la variabilité cardiaque, la hauteur de la fluctuation, l'amplitude de cette oscillation entre accélération et ralentissement est un marqueur de santé. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est passionnant. Et on en parle de plus en plus, même maintenant dans les publications, les sites, les vidéos accessibles à tout le monde, mais c'est l'amplitude, les premières études, c'est quand même assez récent. La première étude, c'est 1956, a montré que les gens stressés avaient une amplitude plus faible que les gens non stressés.
une capacité d'adaptation inférieure. Donc c'est assez récent, hein, C'est intéressant vu que les gens connaissent la tension artérielle, le poids, la glycémie en tant que marqueur, on va dire, de bonne santé, mais ça, c'est peu connu finalement alors que c'est très étudié. Ah, c'est très étudié, mais le marqueur, la glycémie, ça va nous donner une idée de mon métabolisme, de ma capacité de stabiliser mon taux de sucre. La pression artérielle va donner une petite partie sur la pression qu'il y a dans mes artères. Et chacun de ces des bilans des données habituelles sont très parcellaires. Et pour dire que quelqu'un est en bonne santé, il faudrait faire un grand check-up complet où toutes les valeurs sont dans des normales par rapport à l'âge. On peut dire que probablement cette personne est en bonne santé. Et c'est la différence avec l'amplitude de la variabilité cardiaque. Et il y a très peu de données qui peuvent dire quelqu'un est en bonne santé globale. Santé globale, mais c'est non spécifique. Quelqu'un peut avoir une variabilité faible, une fluctuation plus faible que quelqu'un d'autre. C'est tout simplement parce qu'il est peut-être plus âgé, qu'il est stressé et qu'il a n'importe quel type de pathologie. Dire que juste elle est basse, mais je ne ferai jamais un diagnostic. L'amplitude de la variabilité cardiaque, juste dire, aujourd'hui, je suis moins bien que le mois dernier, aujourd'hui, je suis mieux que l'année dernière. Donc, il faut savoir que l'amplitude de la variabilité cardiaque est un marqueur de santé. C'est juste comme un signal au tableau de bord qui s'allume rouge, mais je ne sais pas pourquoi, quel est l'organe, quelle est la structure qui est en panne. C'est une petite alerte. D'accord, mais est-ce qu'on peut influer consciemment sur la variabilité pour diminuer le déclin, on va dire, année après année? Ou alors on n'a pas le contrôle dessus? Toute pratique de santé, qu'elle soit médicamenteuse, thérapeutique ou autre, toutes les pratiques même de bien-être, amélioration de la santé, augmentent l'amplitude de la variabilité cardiaque. Tout effet, toute pratique qui est même naturellement défavorable à la santé vont la faire baisser. Donc c'est très intuitif. Et lorsqu'on voit les études qui montrent qu'est-ce qui augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque et qu'est-ce qui la réduit, qu'est-ce qui la réduit, qu'est-ce qui l'augmente? En numéro 1, c'est l'activité physique. C'est le numéro 1. Quelqu'un qui a une activité physique régulière a une amplitude plus élevée que son frère jumeau qui a exactement le même âge, que son frère jumeau qui ne pratique pas d'activité physique, je ne parle pas forcément de sport. Et après, il y a toutes les pratiques de santé. Et ça pourrait être la méditation, le yoga, augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque. La musique, la pratique de la musique augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque en partie. Et surtout, si c'est une musique respiratoire, c'est-à-dire un instrument à vent. Et là, on voit aussi que toute pratique respiratoire, quelle qu'elle soit, a à condition qu'elle soit physiologique, dans les limites physiologiques. Je veux dire, quelqu'un qui s'entraîne à respirer en apnée, c'est pas forcément physiologique, mais c'est une performance plus qu'autre chose. Mais toute pratique respiratoire, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser la respiration, quelle que soit la raison, pour du chant, du théâtre, pour de la musique, pour le yoga ou une technique respiratoire, augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque parce que la respiration est véritablement au cœur de notre adaptation. Donc oui, il y a des possibilités. Et on va en venir à la cohérence cardiaque. Voilà, du coup, la cohérence cardiaque, finalement, c'est se dire, la variabilité cardiaque, c'est quelque chose d'assez anarchique. Et nous, on va essayer de manière consciente de contrôler ça et de faire en sorte que la variabilité ressemble à des vagues très régulières. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le fait d'être en cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons un système d'adaptation qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un système automatique et involontaire qui nous permet de nous adapter à l'environnement. Il a deux branches. Tout système de régulation a deux branches. Le thermostat de cette pièce, il y a une branche allumer chauffage, une branche éteindre chauffage. C'est la même chose. Dans la voiture, il y a accélérer et le frein. Il y a toujours dans les régulations deux systèmes. Eh bien, nous avons un système que j'appelle le système danger.
qui s'appelle le système orthosympathique. On dit sympathique, on a laissé tomber le ortho, mais j'aime bien garder le ortho. Parce que l'abréviation de système orthosympathique, c'est SOS. C'est le système de danger qui va accélérer la fréquence respiratoire, accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la mobilisation du sucre dans le sang, tout faire pour que je sois préparé au niveau musculaire. Ça, c'est le système fuite-combat. Et puis un système inverse qui va au contraire ralentir la fréquence cardiaque, ralentir la pression artérielle, diminuer la pression artérielle, ralentir la fréquence respiratoire, améliorer la digestion, faire tout ce qui est récupération de l'énergie. Et en permanence, ça oscille entre les deux. Mais la cohérence cardiaque, chaque fois que j'inspire, je stimule mon SOS, mon système orthosympathique. Chaque fois que je souffle, je stimule mon système qu'on appelle parasympathique parce qu'il est à côté de l'autre, il est à côté. Et donc chaque fois que j'expire, volontairement ou non, je vais stimuler. Et si j'inspire et si j'expire, on entraîne une oscillation régulière entre sympathique, parasympathique, c'est-à-dire on se met au neutre, au niveau physiologique. C'est une mise au neutre physiologique, un reset, un retour au centre. Et moi, j'aime bien appeler cet état de neutralité physiologique qui est automatiquement déclenché par l'état de cohérence cardiaque où on a égalisé le temps inspiratoire et expiratoire, c'est l'état qu'il y a entre garde à vous et repos. C'est pas garde à vous, les muscles tendus, tout près. Et on a besoin de cet état. Et l'état repos, on est complètement relâché. Et c'est l'état qui est entre les deux, toujours prêt, être prêt à passer en sympathique, parasympathique. Et celui-là, c'est celui qui augmente l'amplitude de la variété cardiaque. Alors là, j'ai parlé d'égaliser le temps inspiratoire-expiratoire et la définition de la cohérence cardio-respiratoire. La définition de la cohérence cardiaque, c'est une courbe périodique sur l'enregistrement de la variété cardiaque. La courbe, au lieu d'être accélérée et ralentie, devient périodique, une vague. Et il y a quelque chose de plus. Si on adopte une certaine fréquence respiratoire très particulière, qui est très proche pour tous les humains, qui est 6 par minute, si on respire pendant 6 par minute, on atteint ce qu'on appelle une fréquence de résonance. Mon système nerveux autonome entre en résonance, c'est-à-dire en état d'oscillation maximum. Et cet état va faire une augmentation. Cette fréquence respiratoire très particulière va donner l'augmentation maximale de la hauteur des vagues, de l'amplitude de la variété cardiaque. C'est 6 par minute. C'est une respiration lente. J'ai dit tout à l'heure qu'à l'état naturel au repos, on respire à peu près entre 10 et 25 respirations par minute. C'est naturel. Et donc là, c'est à 6. C'est-à-dire, c'est une respiration lente, pas très lente, qui est totalement confortable, rarement inconfortable, compatible avec, même sur une longue durée. On ralentit à 6 par minute, mais il faut égaliser le temps d'inspiration, le temps de l'expiration. Donc là, on va faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça fait un cycle de 10 secondes sur une minute. 6 cycles sur 10 secondes, ça fait 60 minutes. Ça fait bien les 6 respirations par minute. Et lorsque on passe de la cohérence cardiaque, où on a tout simplement égalisé le temps inspiratoire-expiratoire, à l'état de résonance cardiaque, et ça c'est un autre nom que j'aurais bien aimé que ça s'appelle pour faire la différence entre juste égaliser le temps inspiratoire-expiratoire et que ce soit à 6 par minute, la résonance cardiaque, c'est ce qu'on devrait l'appeler, eh bien l'amplitude peut doubler ou tripler. Et donc on va utiliser de préférence l'amplitude qui donne les meilleurs résultats. Par contre, on me dit souvent « Ah, ce serait génial si je pouvais être en cohérence cardiaque tout le temps. » Ben non, ce ne serait pas physiologique, ce serait même dangereux. Imaginez, ce serait génial que je puisse aller de Lille à Marseille en accélérant pendant 5 secondes et en ralentissement pendant 5 secondes. Je ne m'occupe pas de la route, c'est absolument pas adaptatif. Vous ne quittez pas Lille, quoi. Je veux dire, on a besoin d'être adaptatif. Mais simple fait de faire plusieurs fois par jour, ce recentrage, ce retour au neutre, ce retour au centre, de me remettre dans cet état de neutralité physiologique est très efficace. Et par exemple, quelques minutes, à partir de 3 minutes de cohérence cardiaque, a un effet de plusieurs heures. Donc, l'idéal, ce n'est pas de
d'imposer une accélération-ralentissement à mon système d'adaptation, il faut qu'il soit adaptatif. Vous n'allez pas mettre le régulateur de vitesse de votre voiture à 80 km/h de Lille à Marseille. Il faut que vous adaptiez. Et donc, c'est un peu la même chose. On dit souvent la cohérence cardiaque, l'État, ce serait bien d'être toujours... Non, il faut rester adaptatif, mais dans la vie de tous les jours, prendre des pauses, des moments où on se met dans cet état dit de cohérence cardiaque. Et le fait que ce soit 6 par minute pour atteindre la résonance cardiaque, c'est comme ça, je veux dire, il n'y a pas d'explication, c'est des observations, ça a été... Alors, bien sûr, c'est observé, c'est validé. Alors là c'est archi soutenu, archi validé. Il y a une méta-étude qui a été faite en 1996 qui a récupéré toutes les études antérieures sur l'utilisation de la cohérence cardiaque. C'est comme le 37 degrés de normalité pour la température, comme la taille moyenne, c'est entre 1m50 et 1m70. En fait, c'est comme ça. Et en fait, il y a des explications, elles sont un petit peu complexes. On a un réflexe, l'état de cohérence cardiaque est un réflexe, c'est-à-dire c'est automatique. Et involontaire, ça s'appelle le baroréflexe. C'est un réflexe d'adaptation en permanence de la fréquence cardiaque, la pression artérielle permanente. Ça se fait par des capteurs de pression qu'on a au niveau de l'aorte. Donc c'est un peu compliqué. Et notre aorte qui transmet les informations à une certaine fréquence, 6 par minute, entre en résonance et à l'amplitude, élasticité de l'aorte maximum. C'est compliqué. Ça s'appelle le baroréflexe. Il y a une explication qui est physiologique. Un simple fait d'un système oscillatoire. Tout système d'oscillation a une fréquence de résonance. Quand vous tapez sur le La au milieu du piano, il va déclencher un son à 440 Hz. Et chaque fois que vous appelez cela, c'est la même fréquence. Donc tout système, ça dépend de la longueur de la corde du piano, de la longueur de l'instrument. Et tout système a une fréquence de résonance, tout système oscillatoire, celle auquel il oscille le plus. Et pour le système nerveux autonome, cette fréquence de résonance est proche, c'est pas 6,00, c'est proche de 6 par minute. En Hertz, c'est proche de 0,10 Hertz. Là, on rentre dans les complications physiologiques. Mais il y a une explication, elle est physiologique, elle est naturelle, qui est partie de constatation depuis la nuit des temps. On a constaté cette fréquence idéale. Bon, c'est intéressant parce que ça a été constaté, mais on n'a pas tous cette notion du 6 par minute, qui est finalement un paramètre, comme tu l'as dit, comme la température, qui est figé, c'est comme ça, c'est 6, il faut le savoir. Mais on ne le savait pas forcément. Moi, je ne le savais pas avant d'avoir lu justement ton livre, 3, 6, 5. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer le 3, 6, 5 Alors, c'est un moyen mnémotechnique que j'ai pris. Parce que ça, j'ai mis en place avec mes patients à l'époque, quand j'ai commencé. Et puis, quand j'ai eu envie d'écrire ce livre, il fallait trouver un système et un livre cohérence cardiaque. Au début, je voulais l'appeler le livre cohérence cardiaque. Et quelqu'un avait déjà pris le titre. Donc, c'est un livre qui existait. Et... parce que les éditeurs n'ont pas voulu ce livre au début. Donc, ce livre-là, David Servan-Schreiber a déjà parlé de cohérence cardiaque, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et donc, j'ai écrit 3 livres avant celui-là pour enfin que ça intéresse les éditeurs. Et donc, à l'époque, le titre des prix, mais comme avec mes patients, j'avais mis en place un moyen mnémotechnique. Moi, j'aime bien... Je me rappelle encore des moyens mnémotechniques que j'utilisais à la fac pour me rappeler de tout ce qu'il fallait se rappeler encore. Je me rappelle encore très bien la fameuse phrase pour se rappeler de 12 nerfs crâniens. « Oh, Oscar me fait à grand-peine si grog. » Et on a les 12 paires de nerfs crâniens, quoi. Voilà. Et donc, je me rappelle encore aujourd'hui. Et le 3, 6, 5. 3 pour 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour ? C'est pas une règle, c'est pas un dogme, c'est pas une obligation. C'est un compromis entre efficacité et confort. Je pourrais dire 52 fois par jour, personne ne le ferait. Je ne suis pas sûr que le résultat serait supérieur. Mais si j'ai dit 5 fois par jour ou 6 fois par jour, c'est une contrainte, mais j'en fais plus du tout à certains temps. Et c'est vrai, au début de la mise en place avec David Servan-Schreiber, on avait créé un groupe d'études pendant 2 ou 3 ans avec... on était tous nutritionnistes parce qu'en fait... on se connaissait bien, on avait mis en place dans plusieurs formations nutritionnelles de nutritionnistes, on a mis en place la cohérence cardiaque. Et donc on avait fait des études pour voir
quelle était le nombre de sessions par jour qui permettait à tout le monde de le faire simplement et d'avoir déjà des résultats. Et le 3, c'est bien parce que déjà 3, c'est très dans les coutumes. 3 repas par jour, même si on n'en fait plus que 2 ou si on en fait... avant, de mon temps, les médicaments, c'était 3 fois par jour. Maintenant, il y a les produits retard, c'est beaucoup plus différent, mais c'était 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, ça marche bien. Ça, c'est le 3. Il faut savoir que les effets d'une séance unique peuvent se propager plusieurs heures. Donc avec 3, on couvre bien la journée. Et ça fonctionne plutôt bien. 6 respirations par minute, c'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer. Enfin, si vous le changez, vous perdez l'efficacité. Donc autant utiliser celui qui marche le mieux. Pendant 5 minutes, c'est un compromis. À 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, on a un recentrage, parce que c'est un réflexe. En 1 à 2 respirations, l'état de cohérence cardiaque s'installe lorsqu'on enregistre avec du matériel de biofeedback. C'est quasi instantané. Mais une minute de cohérence cardiaque ne va pas avoir un effet qui dure très longtemps. C'est vraiment pour l'instant présent. À 3 minutes, on a déjà des effets qui peuvent durer plusieurs heures. Et à 5 minutes, on est sûr d'avoir des effets. Donc, et en même temps, ça faisait le 3-6-5. Ça me permettait de dire, j'aurais pu dire 6 minutes, 3-6-6. Mais 3-6-5, étant donné c'est le nombre de jours dans l'année, c'était plus facile à utiliser. Bien sûr. Mais du coup, justement, on n'a pas parlé des effets. Quels sont les effets biologiques, en dehors justement de ce qui se passe au niveau du cœur, de la cohérence cardiaque? Alors, là, on va parler des effets qui ont été documentés. C'est-à-dire documentés. Au niveau le plus documenté, ça va être au niveau du cortisol. C'est parmi les premiers qui ont été faits par l'Institut Rackmath au début, puis validés depuis. Le cortisol, on appelait ça l'hormone du stress. Le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet de nous adapter. Je vais dire, tout le monde connaît l'adrénaline, la bouffée d'adrénaline. Une bouffée d'adrénaline, ça accélère la fréquence cardiaque, accélère la fréquence respiratoire, ça on met en mode danger. Mais ça ne dure pas longtemps, c'est une bouffée d'adrénaline, c'est quelques secondes. Mais la cortisol, on la considère comme une adrénaline de longue durée. C'est-à-dire, elle ne va pas monter très vite, c'est-à-dire une surprise ne va pas faire monter le cortisol. Par contre, si un état dure, il serait dangereux d'avoir une adrénaline élevée tout le temps, d'avoir 17 de tension en permanence, ce serait hyper dangereux. Donc il y a une hormone, comme l'adrénaline est une hormone, qui est moins puissante que l'adrénaline, mais qui dure plus longtemps, qui dure 3-4 heures. Et donc elle va s'installer que si une menace est persistante ou répétitive. Et c'est la caractéristique du stress. C'est pour ça qu'on a appelé le cortisol l'hormone du stress. L'adrénaline, on ne la dose pas, on ne peut pas la doser dans le sang, parce que le temps déjà de sortir la seringue, de piquer, il a déjà changé de niveau. Parce que c'est instantané et ça baisse instantanément. C'est vraiment quelque chose pour l'instant présent. Par contre, le cortisol, moi je me souviens quand je me suis installé en 1976, on n'avait pas les cortisolémies, on faisait les urines de 24 heures. Après, quand on a commencé à les doser dans le sang, il fallait faire 3-4 prises de sang par jour pour avoir une moyenne sur la journée. Mais on peut le faire, le dosage. Et donc, le dosage a été fait avec une pratique suffisamment longue en durée, ça peut être quelques minutes, avait un effet d'abaissement du cortisol, c'est-à-dire d'abaisser cette hormone du stress, qui est nécessaire, mais chez les personnes stressées, elle est trop élevée. Et c'est le cortisol qui est très souvent, un excès de cortisol, qui est très souvent la cause de nombreuses pathologies liées au stress. Et c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 de ce qui est documenté et de ce qui est publié. Après, je parle au niveau hormonal. Oui. Après, au niveau des hormones, les hormones sont des médiateurs chimiques, ce sont des messagers chimiques. Les émotions sont des messagers, les hormones sont par quelle voie le corps envoie le signal au niveau périphérique. Et il y a une hormone, le cortisol c'est l'hormone de longue durée du système orthosympathique, SOS. Il y a une hormone antagoniste
Oui, antagoniste, c'est-à-dire totalement opposé au cortisol, qui s'appelle la DHEA, qui est aussi un stéroïde, la déhydroépiandrostérone, qui a les effets inverses du cortisol et qui est caractéristique du parasympathique. Elle s'appelle la DHEA. Et la DHEA, bien qu'élevée, elle peut jusqu'à doubler avec une pratique régulière de cohérence cardiaque. Et on a un marqueur de santé, et le seul autre avec l'amplitude de la variété cardiaque, un marqueur de santé global non spécifique à une maladie, ça s'appelle le rapport cortisol-DHEA. C'est-à-dire le rapport entre cortisol et DHEA nous donne un rapport de cet équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Quelqu'un qui a un rapport cortisol-DHEA élevé, c'est-à-dire beaucoup trop de cortisol, parfois trop peu de DHEA, c'est quelqu'un qui est en stress majeur et en risque de burn-out. C'est-à-dire il a son système de dépense énergétique largement surdimensionné au système des ressources. Et c'est là que j'aime bien le comparer, notre énergie à un budget. Comme le budget financier. Bien sûr. Vous avez les dépenses et les ressources. Pour être en santé financière, il faut que le dépense soit équivalent, comblé par les ressources, pour être au centre. Bien sûr. Prenons quelqu'un qui gagne 500 € par mois. De ce côté, je l'ai mis. 500 € par mois, qui dépense 500 € par mois, et il est en santé financière, mais il n'a pas une grande capacité, il n'a pas un grand cash flow, il n'a pas une grande capacité d'adaptation. Et donc, encore une fois, c'est la fluctuation. Prenons quelqu'un qui dépense 5 000 € par mois et qui gagne 5 000 € par mois, lui aussi est en santé financière, mais il a une beaucoup plus grande capacité d'oscillation. C'est exactement la même chose. Et là, on se met au centre, et l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est d'augmenter les ressources pour pouvoir augmenter les dépenses. C'est quand même plus agréable de pouvoir dépenser 500 par mois que 5000. Il faut les avoir en banque. Eh bien, la pratique régulière de la cohérence cardiaque, ça va équilibrer. Le banquier, la première chose qu'il va vous dire, si vous êtes à découvert en burn-out financier, il va vous dire, réduisez vos dépenses, augmentez vos ressources. Et c'est exactement ce qu'on fait à la cohérence cardiaque. On se met au centre et on amplifie cette variabilité de la fréquence cardiaque, qui est la preuve qu'on a amplifié le système nerveux autonome. Donc les effets, là on a parlé des effets hormonaux, il y en a d'autres, mais ils sont plus difficiles. Et après, il y a au niveau effet beaucoup plus subjectif. Le numéro 1, c'est l'amélioration du sommeil. Et chaque fois qu'on fait des questionnaires ouverts, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé depuis que vous pratiquez la cohérence cardiaque, en numéro 1, les gens me disent je dors mieux. Les seules personnes qui nous disent ça, ce sont ceux qui avant avaient des troubles du sommeil. Quelqu'un qui dort normalement, qui n'a pas de troubles du sommeil, ne va jamais vous dire je dors mieux. Il ne se rend même pas compte de la différence. Et ça, c'est le numéro 1. C'est amélioration de la qualité du sommeil et de l'endormissement. Pourquoi ? Le cortisol est une hormone, j'ai dit au début, l'hormone de stress, qui dure à peu près 3-4 heures. Je veux dire, c'est pour ça qu'il fallait faire plusieurs prises de sang par jour pour avoir une idée de ce qu'on appelle la courbe circadienne du cortisol. Mais le cortisol, c'est l'hormone du combattant. C'est l'hormone qui nous donne des forces pour combattre. Et ça empêche de dormir. Le cortisol, c'est un peu comme la caféine. Ça empêche de dormir. D'ailleurs, cortisol et caféine ont un peu les mêmes effets au niveau cardiovasculaire. Ça empêche de dormir. Alors, quelqu'un qui, toute la journée, a un cortisol élevé, et si en plus, ce soir, il va regarder un match de foot où son équipe va perdre, il a encore 4 heures de cortisol élevé, parce qu'il est en colère. Et le cortisol nous empêche de dormir. Et très souvent, lorsqu'on fait des dosages chez les personnes qui ont de cortisol, chez les personnes qui ont des difficultés d'endormissement, il y a très souvent du cortisol, alors que normalement il n'y en a pas la nuit. Le cortisol, c'est une hormone de jour. La DHEA, c'est une hormone de jour, mais elle est majoritaire la nuit. Et au coucher du soleil, elle va passer à un mode cortisol dominant, un mode DHEA dominant. Et donc, le sommeil, c'est le numéro 1. Après, il y a tous les effets, le stress aussi, il empêche de dormir, et les ruminations, et ces effets subjectifs de je me sens mieux, je me sens plus... quand on fait des études subjectives, une prise de distance, le lâcher prise et prise de distance par rapport à quelque chose. Donc il y a même au niveau émotionnel un certain
prise de distance par rapport à l'environnement. Et dans certaines pathologies, et je ne veux pas cantonner la cohérence cardiaque à quelque chose de purement médical, purement thérapeutique. Pour moi, c'est du bien-être, du développement personnel et du bien-être. Eh bien, il y a un effet de meilleur équilibre émotionnel. Mais par exemple, chez un hypertendu, quelqu'un de l'hypertension artérielle, c'est peut-être la pathologie cardiovasculaire qui est le plus visible au niveau des effets de la cohérence cardiaque. Parce que l'hypertension artérielle habituelle, qu'on appelle essentielle, c'est-à-dire ces 80 à 90% des hypertensions artérielles sont, on dit, essentielles, idiopathiques. Celle-là, on ne sait pas trop d'où ça vient. En fait, ça vient d'un tonus sympathique artériel, vasculaire, permanent. C'est-à-dire, en permanence, les vaisseaux, surtout périphériques, sont serrés. Ça fait une hypertension artérielle qui est très souvent liée au stress. Eh bien, en baissant ce tonus vasculaire sympathique, tonus sympathique vasculaire, on réduit l'hypertension artérielle. Mais ça ne va marcher que si elle est élevée. Et c'est ça qui est intéressant à la cohérence cardiaque. Comme on ne va jamais faire basculer un hypertendu en hypotendu, on ne va jamais transformer quelqu'un de totalement avachi, déprimé, en quelqu'un d'hyperexcité et d'hyperactif. On revient au centre. Et c'est pour moi ce que je trouve d'extraordinaire avec la cohérence cardiaque. On ne peut pas avoir de surdosage. On ne bascule jamais de l'autre côté. On ne peut jamais être plus au centre qu'au centre. C'est-à-dire, chez un hypertendu, on n'aura jamais d'hypotension. Chez un hypotendu, on n'aura jamais d'hypertension. Et c'est ça qui est parfois paradoxal avec cette cohérence cardiaque. Encore, je ne veux pas la garder que dans le domaine médical. Très souvent, dans mes consultations de nutrition en particulier, j'avais des personnes, des dames qui venaient me voir, qui me disaient vous faites la cohérence cardiaque dans le domaine de la nutrition. J'ai mis en place des protocoles de cohérence cardiaque. Il me dit, mon mari, il a la pression artérielle, est-ce que ça peut marcher? Oui, la prochaine fois que vous venez avec. Et donc j'explique à tous les deux, qu'est-ce que vous allez faire? 3 fois par jour, vous allez respirer 6 fois par minute pendant 5 minutes. Et on prendra l'attention la prochaine fois, et il est possible, je ne donne jamais des allégations thérapeutiques, des promesses, il est possible que ça aille déjà mieux de ce côté-là. Et sa femme me regarde et dit, oh docteur, à moi, j'ai la tension trop basse. Et vous m'avez dit de faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, c'est la même chose. Ben oui, on cherche tout simplement à revenir au centre. Et c'est ça qui est extraordinaire. En cohérence cardiaque, c'est 0 contre-indication. La santé, c'est d'avoir un système nerveux autonome au centre, qui peut aller aussi bien loin dans le sympathique dominant que dans le parasympathique dominant. Et c'est au centre. Et donc, vous n'allez jamais passer d'un côté à l'autre côté. On revient au centre. Et c'est parfois paradoxal de dire, on fait le même exercice chez tout le monde. Et ça, c'est extrêmement rassurant aussi. Vous ne pouvez pas mal faire. Vous ne pouvez pas déclencher un effet indésirable. Parfois, c'est un peu inconfortable au début. On n'a pas l'habitude de prendre le contrôle de sa respiration. En début, ça peut durer 1 à 2 semaines. On a l'impression d'un peu inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude. Il n'y a aucun effet indésirable, 0 contre-indication, pas d'effet indésirable. Parfois, certains inconforts au début, c'est juste une adaptation à une respiration lente. Ok, et est-ce qu'on peut influer par exemple sur des paramètres comme la glycémie, justement, si on influe sur le cortisol, ou alors ce n'est pas des paramètres qui ont été étudiés? Ça a été étudié dans le domaine du diabète. Alors, chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui n'a pas d'hyperglycémie, ça changera rien. Et c'est ça qui est assez intéressant. Par contre, le sucre, la glycémie, ça fait partie de mon système de gestion de l'énergie. Et la glycémie est gérée par il y a toujours 2 hormones, une hormone hypoglycémiante, une hormone hyperglycémiante. Il y a l'insuline et le glucagon. Mais l'insuline est directement corrélée au taux de cortisol. Et donc, c'est très, très lié parce que le cortisol, c'est l'hormone qui gère l'énergie. C'est notre banquier qui va aller chercher les ressources et comme l'insuline. Et donc, c'est extrêmement lié. Chez les diabétiques, c'est facile à voir. Et un peu moins aujourd'hui que l'époque où j'exerçais.
à l'époque, pour les diabétiques insulinodépendants, c'est-à-dire les diabétiques qui étaient obligés de faire des injections d'insuline pour garder un taux et rester en santé, on faisait des carnets. Ces personnes se piquaient le doigt, faisaient un dextro, regardaient le résultat et adaptaient la dose d'insuline sur la prochaine injection pour être adapté. Donc c'est aperçu et pendant plusieurs années, j'avais une consultation au Québec, parce que je vivais au Québec jusqu'à il y a 3 ans. J'avais une consultation de cohérence cardiaque et il y avait un endocrinologue là. Et s'était rendu compte, et ça a déjà été publié aussi, que les diabétiques insulinodépendants qui pratiquaient la cohérence cardiaque de façon régulière, c'est pas juste une séance de temps en temps, de façon régulière, avaient moins besoin d'insuline que les autres. Donc oui, ça a été publié. Mais encore une fois, on ne peut parler que de ce qui est mesurable et qui est reproductible. Et donc c'est la pression artérielle, la fréquence cardiaque, mais en fait, je veux dire, il y a très peu de maladies tachycardisantes, la glycémie. Donc il y a certains dosages comme ça, oui, où on peut faire des dosages. Et dans le domaine du diabète, ça a été documenté. Très bien. Et est-ce que du coup, il y a des conseils à donner justement pour la pratique en elle-même pour bien faire sa cohérence, par exemple sur la position, le lieu? Alors la recommandation numéro 1, et encore une fois, je suis de ceux qui veulent que la cohérence cardiaque reste simple, le plus simple possible. La recommandation numéro 1, c'est pratiquer, même mal, mettez en place une routine. Vous allez, un jour ou l'autre, oublier de faire vos sessions. Vous allez, comme le rameur que vous avez acheté qui est sous le lit, ou le tapis de marche qui est au garage au bout d'un mois, quoi. Ou l'abonnement en salle de sport que vous avez fait 3 fois. On a une tendance à laisser tomber au bout d'un certain temps. Et pour la cohérence cardiaque, c'est pareil. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui veulent simplifier au maximum. Déjà, si vous aviez 3-4 fois par jour des sessions juste de prise de conscience respiratoire, de prendre conscience de votre respiration, juste vous asseoir et juste observer la respiration, vous allez naturellement égaliser votre temps inspiratoire-expiratoire. Donc déjà, pratiquez ces sessions 3 à 5 minutes, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, juste où revenir au centre. Et si on veut que ça marche encore mieux, en particulier sur une raison spécifique, le stress par exemple, trouble du sommeil par exemple, difficulté de digérer par exemple, bien dans ce cas il vaut mieux utiliser la fréquence qui marche le mieux. C'est pas plus compliqué, c'est mettre en place, c'est le 6 par minute. Avec un guide respiratoire au début, il y a des applications, il y a toutes sortes de moyens pour le faire, mais en 10 à 15 jours, on peut, avec un entraînement régulier 3 fois par jour, apprendre à ce rythme de 6 par minute naturellement. Donc c'est la numéro 1 qui est de loin la plus importante, une régularité et une pratique régulière, même imparfaite. Ensuite, au niveau de la position, la verticalité donne une amplitude plus importante que le fait de le faire allongé ou avachi, un peu penché. Je vous ai parlé d'un réflexe qui s'appelle le baroréflexe. Le baroréflexe fonctionne avec la pression intra-abdominale et fonctionne avec le poids du diaphragme, enfin des poumons, et le diaphragme qui monte et qui descend. Et donc, il amplifie les variations de pression intra-abdominale. Et quand on est couché, eh bien, le poids des organes durs thoraciques va vers le lit, il ne va pas vers l'abdomen. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande aussi une respiration plutôt abdominale. Mais ce n'est pas majeur, ce n'est pas le numéro 1. Numéro 1, c'est de pratiquer. Numéro 2, c'est d'égaliser le temps inspiratoire. Numéro 3, c'est d'adopter 5 secondes. Et après, c'est vraiment accessoire. Mais la verticalité est importante pour la pratique régulière, c'est-à-dire pour les 3 sessions par jour. C'est juste pour faire un recentrage dans la journée, juste si vous êtes assis, si vous êtes couché, si en pleine nuit vous vous réveillez et parce qu'il y a une terreur nocturne ou un grand bruit, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous n'allez pas vous lever. Là, on est dans une pratique instantanée. En pratique instantanée, on revient au centre et puis on remet à faire autre chose. Donc pour la posture,
préférer la verticalité, debout ou assis bien droit sur une chaise. Mais pourquoi est-ce que la méditation, le yoga recommande justement cette verticalité? Parce qu'ils se sont aperçus depuis des milliers d'années que ça fonctionne mieux que d'être couché ou allongé. Donc verticalité. Après, il y a d'autres petites recommandations. Dans un endroit calme, parce que moins il y a d'afférence émotionnelle de l'extérieur, de bruit, de pollution visuelle ou autre chose, il vaut mieux être dans un endroit calme. Et puis ensuite, il y a la voie d'entrée et de sortie de l'air, le nez et par la bouche. Là, au niveau de la cohérence cardiaque en elle-même, pour avoir vu des milliers et des milliers d'enregistrements et de courbes, j'ai formé 6000 professionnels à la cohérence cardiaque, c'est plus de 20 ans, presque 25 ans maintenant. On a tous testé dans les ateliers de travaux pratiques. Pour la cohérence cardiaque, je suis très précis dans ce que je dis, ça ne change pas la courbe, qu'on soit par le nez ou par la bouche. Donc, si vous avez l'habitude d'inspirer et ou d'expirer par le nez ou par la bouche, ne changez rien. Ça n'a pas d'impact, parce qu'il y a ceux qui veulent dire il faut respirer par le nez, inspirer par le nez, souffler par la bouche, tout faire par le nez, que je comprends très bien, inspirer par le nez, expirer par la bouche, que je comprends très bien, les deux peuvent se justifier. Inspirer, souffler par la bouche, ça peut se faire aussi, mais si c'est juste par rapport à la cohérence cardiaque, ça n'a pas d'impact. Donc voilà, numéro 1, pratiquer. Déjà vous asseoir, vous mettre debout et juste prendre conscience respiratoire pendant 5 minutes. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, égalisez les temps inspiratoire-expiratoire. Et si vous voulez avoir plus d'effet, 5 secondes, 5 secondes. Le reste, c'est vraiment accessoire. Ok. En tout cas, pour ma part, j'ai testé, forcément, après avoir m'être intéressé au sujet, après avoir lu le livre, sachant que comme tu es médecin, tu as dit à un moment, je pense que c'est dans ce livre, que pendant les consultations, en tout cas avant certaines consultations, parfois avec des personnes un peu plus compliquées que d'autres, tu pratiquais cette cohérence cardiaque pour te préparer justement à être dans un état à accueillir certaines difficultés et tout. Et du coup, ça m'a parlé. Et dans ma pratique, j'ai testé. C'est vrai qu'on ressent rapidement au bout de quelques cycles ce côté apaisement, redescente. Ok, je suis prêt. Alors, si parmi les personnes qui me regardent, là, il y a, et c'est ce que je dis au début de chaque formation en cohérence cardiaque. J'ai fait des centaines de formations en cohérence cardiaque professionnelles pour toutes les professions de la santé, de l'accompagnement, du coaching, même de l'éducation. On a formé des enseignants. J'ai dit, vous êtes un soignant. Au début de chaque rencontre, consultation, entretien, quel que soit le nom que vous lui donnez, un petit truc extrêmement simple. Ça peut changer l'alliance thérapeutique ou l'alliance que vous avez avec la personne en face de vous, la personne que vous accompagnez. Prenez l'habitude de démarrer chaque rencontre par une dizaine de respirations. C'est 1 minute et demie des respirations assises par minute, c'est 1 minute 40 si vous êtes précis. Une dizaine de respirations, ce que j'appelle la respiration synchrone. C'est tout simple, ça va vous prendre 1 minute et demie, et j'aime bien dire, quand je vois quelqu'un pour la première fois, Walid par exemple, c'est la première fois que je te vois, tu es venu me voir pour telle ou telle pathologie, Walid, j'aimerais, dans cette consultation-ci, comme dans toutes les séquences, que nous démarrions toutes nos rencontres, nos consultations dans le cas d'un médecin, toutes nos rencontres en synchronisant nos respirations. Jamais une seule fois, un client a mis ça en question, on dit à quoi ça sert? Jamais. Bien sûr, on a un petit peu le rôle du médecin, là, et c'est tout simple. On va tout simplement respirer ensemble. Je vais vous guider. Vous allez inspirer quand même un monte. Vous allez souffler quand même un descend. On va le faire ensemble pendant 10 respirations. On m'a toujours dit oui. Donc on y va. On inspire. On souffle. 10 respirations. Et moi je compte sur les doigts en même temps. Et là, maintenant j'ai l'habitude de 6 par minute. Mais là, on ne cherche pas le 6 par minute. On cherche à égaliser le temps inspiratoire-expiratoire. Vous faites ça à chaque consultation avec cette personne. Et dans le livre 365, je le disais justement pour les personnes, ce livre 365 est un peu ancien maintenant je recommande systématiquement. Mettez-le en place systématiquement au début de chaque consultation. Vous allez déjà, au niveau émotionnel, prendre la distance émotionnelle. Vous, par rapport à ce patient, le patient qui avait avant, c'était hyper compliqué. J'ai été
très marqué, j'ai plus de l'empathie, de la sympathie, je veux dire, on souffre aussi, je veux dire, en consultation, on entend des histoires difficiles et on ne sort pas indemne d'une journée de consultation. Eh bien, ce simple fait de démarrer cette nouvelle consultation au neutre physiologique, va me permettre de fermer la page émotionnelle de la personne qui vient de sortir. Parce qu'avant, je disais, quand vous raccompagnez quelqu'un, j'appelais ça l'exercice de fermer la porte. Quand vous raccompagnez quelqu'un, prenez 1 minute et demie d'irrespiration avant d'aller chercher la personne suivante. Mais c'est encore mieux de le faire avec la personne suivante. Parce que ça va servir cette personne-là, ça va la mettre au neutre émotionnel, ça va me mettre moi au neutre émotionnel, ça va avoir un effet sur notre alliance, cette relation particulière, ce colloque singulier que le médecin a avec son patient. Je n'ai pas parlé de toutes les hormones, il y a une autre hormone qui est augmentée avec la cohérence cardiaque et aussi documentée, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone très parasympathique. C'est l'une des plus puissants au niveau parasympathique, on a des effets parasympathiques. Et ça a été aussi appelé l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est une hormone grégaire de rapprochement. C'est une hormone, et d'ailleurs le parasympathique, c'est ça. Le sympathique, c'est éloigner les autres. Le parasympathique, c'est attirer les autres. Et ça va modifier aussi cette alliance thérapeutique. Mais le patient, lui, va venir, il va passer 10 respirations avec vous. Mais en tant que généraliste, j'avais des moyens de 30-40 clients par jour, patients par jour à l'époque. Bien, 1 minute, ne serait-ce qu'1 minute par patient, si j'en ai 30, j'ai 30 minutes de cohérence cardiaque par jour, déjà dans ma pratique professionnelle avec les patients. Ça change tout. Ça me permet, chaque séance n'est pas suffisante pour passer sur la journée, mais 10 séances, vous avez 10 patients par jour, c'est 10 minutes déjà. 15 patients par jour, vous avez déjà votre quota de cohérence cardiaque dans votre propre cabinet de consultation. Ouais, donc, c'est un tout petit truc à faire, c'est démarrer chaque rencontre avec cette pratique. Et vous allez dire, ils ne vont pas vouloir, ils vont trouver ça bête. Ça n'est jamais arrivé. Depuis que j'enseigne, jamais une seule fois, quelqu'un m'a dit, oh là, c'est totalement débile ce truc. Jamais. Alors moi, ce que je dis... Moi, je vais essayer. Hein. Oui, ça vaut le coup. Alors, tu peux déjà commencer à les personnes que tu connais. Je veux dire, il y a un truc que j'aimerais bien essayer. Il ne faut pas aussi avoir peur de montrer un peu nos faiblesses. Moi, j'ai fait une formation le week-end dernier. Est-ce que je peux essayer avec vous là? Ça risque rien. Et ils vont pour te faire plaisir, il va dire oui. Mais comment est-ce que je l'annonce? Je dis, vous savez, ces films d'espionnage en noir et blanc, avant, où les montres étaient analogiques, avant de partir en mission, le chef du groupe, là, il disait, messieurs, synchronisons nos montres. C'est ça qu'on va faire. On va synchroniser nos systèmes. Et c'est tout bête, c'est tout simple, mais en début de chacune de mes formations, je dis, ça, s'il y a une chose qui peut rester des 3 jours de formation que nous allons passer ensemble, déjà faites ça. C'est assez intéressant. Franchement, je vais essayer de mettre ça en place. Je pense que je vais commencer avec les gens que je connais déjà pour me familiariser. Mais ça va sûrement surprendre. Pas forcément. Oui et non, parce que les gens que tu connais pas, qui te connaissent pas, ils savent pas que tu l'as jamais fait jusqu'à présent. Alors on dit, j'ai l'habitude de faire, une habitude c'est au bout de 2 jours, quoi. J'ai l'habitude. Moi, vous savez, j'ai une petite habitude que j'aime bien faire avec mes patients. J'aime bien démarrer toutes les consultations, aujourd'hui et les prochaines, en respirant ensemble. J'appelle ça la respiration synchrone ou respiration partagée. C'est tout simple. Je vais juste vous guider. Vous allez respirer avec moi. Et on va faire 10 respirations. C'est 1 minute et demie. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. On le fait dans les écoles. Ça fait partie d'une étude publiée en 2017. Une étude publiée avec 3000 élèves dans les écoles françaises à La Réunion et dans la région de Poitiers. Après, la pandémie est arrivée, on devait continuer, on a fait année scolaire 2017, 2018, 2019. Après la pandémie, c'est une étude de faisabilité pour la France entière à l'époque. On l'a fait dans 2 départements. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque retour en classe?
c'est-à-dire le matin, après les récré du matin, après le repas de midi, après la récré d'après-midi quand il y en a une. Tout simplement, il en fait 3 minutes, je l'en 2-3 minutes, simple respiration guidée. Et à tour de rôle, c'est un enfant différent qui guide tout le monde. À chaque retour en classe, on a publié les résultats dans 2 académies, La Réunion et Vienne Sud, les résultats sur le climat scolaire dans les classes où on pratiquait ça. C'est tout bête, hein, sans aucun matériel. Voilà. Tout bête, mais incroyable. Du coup, on va essayer de mettre ça en place. En tout cas, je vais essayer de mettre ça en place et voir mais un petit tu peu me quels tiens sont au courant. Oui. Je vais être un peu stressé au début, je pense. Mais oui. Rien que ça. Et ce qui est intéressant, à la suite de ces trucs-là, j'ai des enseignants qui m'ont écrit et c'est devenu un de mes autres livres qui s'appelle Cohérence Kid, c'est la cohérence cardiaque chez l'enfant. Et c'est extraordinaire aussi de mettre en place quelque chose qui va leur servir toute leur vie, quoi, leur donner une ressource qui va leur servir toute leur vie. Pour moi, ça a été une des plus belles expériences professionnelles, ça a été d'aller former ces enseignants on a fait ça pendant un an, puis l'étude a duré 2 ans, contre classe témoin, c'est-à-dire qu'il y avait les classes non cohérence cardiaque. L'année d'après, on avait switché les classes pour avoir quand même montré une comparaison entre les deux. Donc ça a été publié, et les effets sur le climat scolaire, quoi, voilà. Waouh, incroyable. Donc, si ça marche chez les enfants, ça marche chez les adultes aussi. Bien, c'est top. Écoute, je pense qu'on a bien parlé du sujet. Oui, la bouche sèche. Ouais, c'est normal. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, voici ton livre, 365 cohérence cardiaque, d'accord. Et puis, écoutez, j'espère que la vidéo, le podcast vous a plu. T'as un mot de fin peut-être Un mot de fin. Je vais dire, mettez en place, même si elle n'est pas parfaite, prenez ces 15 minutes par jour, où, je veux dire, les résultats sont garantis. Et là où ça marche encore mieux chez les personnes qui en ont le plus besoin. Quelqu'un qui a une bonne santé, qui a une bonne hygiène de vie, qui pratique il va moins sentir une différence que quelqu'un qui a vraiment une vie difficile. Et donc, la cohérence cardiaque s'ajuste automatiquement. Ça vaut le coup d'essayer. Attendez au moins 3 semaines, 4 semaines avant de dire que ça ne marche pas. Mettez en place et observez qu'est-ce qui a changé. On avait fait ça au début chez tous nos patients, avec ce groupe d'études. Pendant 2 ans, on a fait ça, on a demandé à nos patients qu'est-ce qui a changé depuis que vous pratiquez la cohérence cardiaque. Et juste tenir compte de ce qui change. Et parfois, c'est surprenant ce qui a changé. En général, il y a de fortes chances. En numéro 1, c'est en général les personnes disent de loin le numéro 1, je dors mieux. Déjà ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, super. En espérant que ce soit utile à d'autres. Oui. Du coup, c'était hyper intéressant. Merci. Merci à toi. Et du coup, voilà, merci aussi aux auditeurs qui écoutent la vidéo, le podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Merci beaucoup. Merci Walid. Merci à vous toutes, vous tous. Merci. Au revoir. Merci.